Voilà, nous revoilà en direct et Jean-Marc Léger vient de nous recevoir. Donc si vous découvrez pour la première fois Jean-Marc, bon déjà, bah, c'est parfait, vous allez adorer. Hein, voilà, c'est clair, c'est dit. Jean-Marc est le fondateur et le président de l'Institut Léger, qui est la plus grande compagnie de sondage en Amérique du Nord. Il travaille très souvent pour les médias américains, pour suivre, prendre le pouls de la campagne américaine, de la politique américaine. Alors, au-delà de ça, Jean-Marc est un véritable passionné de politique américaine. La dernière fois qu'il était dans cette émission, c'était la semaine dernière, et Jean-Marc était en direct depuis la convention démocrate à Chicago. Entre-temps, tu avais eu aussi de retour à Montréal, mais tout ça, c'est pour dire que tu es vraiment intéressé et au-delà des chiffres que l'on va examiner ensemble, tu as une véritable connaissance de la matière, du rythme d'une campagne, et tout ça n'a pas de poids, n'a pas de prix. Merci beaucoup Jean-Marc d'être là. Est-ce que tout va bien de ton côté? Oui, tout va bien. Très actif, là, parce que forcément, la politique américaine, tu sais, William, je pense que je l'ai déjà dit, la politique, c'est 1% de mes chiffres d'affaires, mais 95% de mes problèmes. Parce que dès qu'on publie un sondage, les critiques fusent de partout, d'un côté comme de l'autre. Et d'ailleurs, avant que tu viennes à l'antenne, hein, il y a tout le chat qui est en train de te saluer, de te remercier d'être là parmi nous comme d'habitude. Je sais qu'ils apprécient ces moments-là. Je leur expliquais que ce qui était vraiment formidable à chaque fois, c'est que tu n'hésitais pas une seconde à dire oui, je viens, et que tout ça, tu le faisais malgré un emploi du temps surchargé, et qu'à chaque fois, tu prenais le temps de nous expliquer tout, de nous livrer un petit peu les secrets de cuisine, et ça n'a pas de prix. Donc vraiment, Jean-Marc, merci encore en mon nom, mais aussi au nom de toute la communauté d'être là aujourd'hui. Alors d'habitude, les deux dernières fois, en tout cas, si je me souviens bien, tu me corriges évidemment, c'était les sondages avaient été réalisés pour le New York Post, mais pas cette fois-ci. Hein, c'est un sondage pour le National Post, c'est ça? Oui, c'est un sondage canadien qu'on a fait parce que les Canadiens sont très préoccupés, plus préoccupés de la politique américaine que de la politique canadienne. Hein. Mais le fait qu'on soit au Canada, c'est fantastique parce qu'on est très assez proche pour observer ce qui se passe sans être impliqué ni émotionnellement ni professionnellement. Fait que ça donne une bonne distance. Et National Post, forcément, au cours des prochains mois, ils vont en publier plusieurs parce que l'humeur des Américains, c'est tellement serré cette campagne-là, puis l'humeur des Américains préoccupe non seulement politiquement, mais on sait que ça a un impact considérable au Canada. Et on dit souvent, nous, que quand les États-Unis éternuent, c'est nous qui avons le rhume, hein, tellement que c'est proche comme économie. Non, c'est certain. Et en parlant de l'intérêt du Québec, nous, évidemment, on le voit ici parce qu'on a une communauté extrêmement importante et fidèle au Québec. Mais j'ai vu la semaine dernière que les chiffres en termes de télévision à la télé cumulés, et plus particulièrement, donc bravo à toi parce que je sais que tu étais un de leurs invités sur TVA, LCN au niveau de la convention américaine. Par rapport à la population du Québec, j'ai eu le sentiment que vous avez presque plus suivi la convention démocrate que les Américains. C'est complètement fou cet intérêt du Québec. Et tant mieux. Et je pense que, comme tu le dis, vous avez, il est à raison, mais il y a une véritable passion sur la politique américaine, et encore plus cette année. Ça vient pour toi de cet intérêt québécois. Ça vient de la présence de Trump, du renouveau et de la curiosité de Kamala Harris, ou évidemment les deux? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à mesurer? Même avant l'arrivée de Kamala Harris, on suivait l'élection. Forcément, c'était pas la même motivation parce qu'on se demandait si Joe Biden se rendrait jusqu'à l'élection. Là. Mais il y a quelque chose à comprendre au Québec, c'est que les relations nord-sud au Québec sont plus importantes que est-ouest. C'est-à-dire que les Québécois ont beaucoup plus de relations. C'est beaucoup plus facile d'avoir des relations avec quelqu'un qui vit à Boston ou à New York que de l'avoir avec Toronto. Il y a une relation, et c'est vrai pour le Québec et les États-Unis, mais c'est vrai aussi entre Toronto et Chicago, Détroit, les lakes là-bas au et même chose dans l'ouest entre la Californie et Vancouver. Hein. C'est des relations très nord-sud. Le pays Canada est un peu artificiel. Là. Et c'est pour ça que nous, on est beaucoup intéressés à ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup de Québécois qui habitent aussi aux États-Unis. Il y a eu beaucoup d'immigration québécoise aux États-Unis. Mon arrière-grand-père, moi, est né à Lowell, Massachusetts.
On a tous des liens très étroits, fait que ça nous touche profondément ce qui se passe aux États-Unis. Bon, bah très bien. Donc j'imagine que les médias québécois vont parler de ton sondage. Je te propose de rentrer dedans. C'est toujours la même méthodologie que d'habitude, c'est-à-dire que c'est des sondages que vous réalisez online avec des échantillons d'environ 1000 électeurs. Et donc la première question, c'est toujours celle qui intéresse le plus. Mais moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que votre sondage ne s'arrête pas à la question de savoir qui est actuellement favori entre Kamala Harris et Donald Trump. Vous êtes allé plus loin que ça, mais on va commencer celle-là. Donc c'est le suspense, fin du suspense. Donc c'est Kamala Harris contre Donald Trump, et donc vos résultats montrent un avantage qui continue à durer pour Kamala Harris. On va le détailler, cet avantage. Mais justement, qu'est-ce que ça te fait dire, ces résultats-là, par rapport à Biden, par rapport à votre dernier sondage où déjà il y avait Kamala Harris, je pense. On va voir la tendance, le trend. Donc, vas-y, on t'écoute. Il y a beaucoup d'enseignements sur ce tableau-là. D'abord, le sondage s'est fait du 23 au 25 août, donc tout de suite après la convention, parce qu'on veut capter le premier mouvement, mais il faut attendre quelques jours avant de voir l'effet direct, là, parce que ce sondage-là donne une idée, mais c'est pas final, l'effet de la convention. Ça étant dit, quand on voit ici, vous avez deux chiffres, 50-46, c'est ce qu'on est l'ensemble des voteurs, qu'on appelle all responded, et le deuxième, qui est un peu plus foncé, 50-46, c'est les likely voters. C'est-à-dire qu'on élimine la 35% de gens qui vont pas voter. Mais on se retrouve avec les mêmes résultats. D'habitude, il y a un écart entre les deux. Là aujourd'hui, on se retrouve avec les mêmes résultats. D'habitude, Trump était un peu plus fort auprès des likely voters parce que ses partisans étaient plus enthousiastes à aller voter, ce qui est plus le cas aujourd'hui. L'enthousiasme est du côté des démocrates, et ça fait que donc le 50-46 est un chiffre solide. Ça veut dire deux autres choses, William, qu'il faut absolument partager avec nos auditeurs. La première chose, c'est que la convention, ce qu'elle a permis, c'est pas nécessairement d'aller chercher beaucoup de votes, un point de plus par rapport au sondage pré-convention, mais de solidifier le vote actuel. Parce que quand on passe d'un vote à 43, puis on est rendu à 50% en termes d'intention de vote, quand on monte comme ça dans les sondages, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouveaux voteurs, là, et ça demeure très fragile. Et souvent, il y a un plafond et on commence à diminuer. Ce qui n'est pas le cas ici, là. Fait que la convention, elle était très bonne. Elle n'a pas permis un grand bond en avant, parce que le bond, elle l'a déjà eu avant la convention. Je vous disais la dernière fois qu'en moyenne, les démocrates ont eu 5 points de plus post-convention dans une élection normale. Cette élection-là n'est pas normale. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un candidat avant qui a déjà eu le bon. Même chose du côté de Donald Trump. Les républicains, eux, ont une moyenne de plus 3 après les élections. Il n'y a pas eu aucun bon après la convention. Il n'y a pas eu aucun bon parce que, naturellement, Biden a démissionné. Donc, ça a vampirisé toute l'information. Fait qu'on est dans un univers où les comparatifs des autres élections ne fonctionnent pas. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, probablement plus important, c'est qu'elle est en train de refaire la coalition que Joe Biden a réussi à faire en élection de 2020. Joe Biden avait obtenu à ce moment-là 51% et Donald Trump 47%. Cet écart-là de 4 points, on l'a encore aujourd'hui à 50-46. C'est le même monde, ou à peu près. Parce qu'il y a des gens qui sont décédés, il y a des nouveaux voteurs, donc il y a toujours, en 4 ans, il y a des mouvements. Mais quand on le regarde par population, il y a quelques écarts. Elle est plus populaire chez les femmes que l'était M. Biden, plus populaire chez les Noirs que l'était M. Biden. Il y a quelques éléments qui sont là, mais globalement, c'est relativement semblable. Donc, s'il y avait élection aujourd'hui, William, la soirée se terminerait tard, là. Comme la dernière fois, là, elle a même pris quelques jours avant qu'on ait des résultats. Aujourd'hui, là, si les gens pensent que Mme Harris a gagné, loin de là. Ça va être extrêmement serré. Par contre, elle a des acquis. Elle a un momentum. Elle a un enthousiasme. Elle a un colistier qui est très favorable. Elle a aussi des faiblesses. Le contenu. On en parlera plus tard sur les enjeux principaux de la campagne électorale ou sur les enjeux de l'économie particulièrement. Là, M. Trump est en avance. Mais essentiellement, c'est ce que ça nous dit. Là. Ça dit que la coalition est en train de se refaire. Alors on va justement reparler un petit peu plus tard de cette coalition, parce que c'est un point sur lequel je veux détailler. C'est que lorsqu'on regarde aujourd'hui les sondages, je parle pas que des tiens, mais y compris les sondages au niveau des États, on se rend compte qu'on se retrouve, c'est quasiment
à la virgule près là, les résultats de l'élection 2020. On va en reparler. Tu disais quelque chose qui était vraiment intéressant. Tu dis voilà, c'est aussi la preuve que tout ça s'est solidifié du côté de Kamala Harris. Et pour moi, c'est le premier enseignement de ton sondage, c'est que on s'est demandé à un moment, au tout début, si c'était une sorte de période de lune de miel, hein, que c'était juste quelque chose parce qu'elle venait d'arriver, parce qu'il y avait le changement. Et là, maintenant, on est à plus d'un mois de son arrivée et on se rend compte, enquête après enquête, dont celle-là, que non, l'enthousiasme, on a une courbe sur l'enthousiasme qu'on va te montrer en même temps, qui vient pas de chez vous, mais qui est vraiment extrêmement intéressante parce qu'on voit qu'on rejoint les niveaux de 2008, donc de 2008 de la campagne de Barack Obama. Et donc, on voit que maintenant, on est passé à une nouvelle étape, c'est-à-dire que l'effet de surprise et de nouveauté est passé, elle est là, c'est la candidate. Et malgré tout, ces scores restent élevés dans les sondages. Ça, pour moi, c'est vraiment le premier enseignement intéressant. Et on voit effectivement... oui, vas-y. Si tu permets sur le tableau précédent, parce que j'aurais un commentaire. Voyez le tableau précédent, pour ceux qui nous écoutent, regardez 2008, la courbe bleue, c'est le Obama. Donc, vous voyez que l'énergie ou l'enthousiasme qu'elle suscite en 2024, Kamala Harris, est au même niveau qu'Obama. Je dis ça parce que moi, j'ai assisté aux deux conventions. Et mon premier commentaire à la télé post-convention, c'est l'enthousiasme était identique. J'étais au Colorado à la campagne de 2008, M. Obama, qui était le premier président noir ou candidat noir à la présidence d'un grand parti et qui était à la veille d'être élu. Il y avait un enthousiasme un peu fou. L'enthousiasme que vous avez vu à la télé, là, c'est encore plus quand on est sur place. Les gens s'embrassent, se parlent, fêtent ensemble, dansent ensemble. C'était quand même exceptionnel parce que c'était très jeune, très dynamique, les gens qui ont assisté à la convention à Chicago. Fait que quand on revoit les chiffres, c'est une chose. Quand on le sent directement là-bas à l'auditorium, au United Center, qui est l'endroit où jouent les Blackhawks de Chicago au hockey, pour les Québécois qui aiment beaucoup le hockey, c'est un endroit qui est quand même assez fascinant. Mais l'enthousiasme était là à tout égard, dans les corridors, partout. Même les journalistes sur place ont été pris dans cette euphorie-là, où tout le monde sentait que l'histoire est passée par Chicago. Ouais, et donc pour rappel, j'étais bien en train de vérifier ça, mais il y avait eu 10 millions de voix d'écart entre Barack Obama et John McCain. Donc avec alors c'est intéressant parce qu'on est à peu près dans tes chiffres. Si on retourne à votre première information, c'est que McCain à l'époque avait fait 45,7. Donc on est dans les 46 de Trump aujourd'hui, hein, qui correspond en fait en général, je pense, au socle. On a dit souvent, tu en parles, que c'est le plafond de Donald Trump. En fait, c'est le socle républicain parce que McCain avait fait... C'est le plancher, exactement. Avait fait 45 et Obama avait fait un petit peu mieux que Biden. Il avait fait 53%, ce qui est énorme. Et en collège électoral, ça s'était traduit par du 365-173. Ça avait été énorme. En tout cas, même enthousiasme. Et donc, ce qui était intéressant dans la solidification, c'est que vous avez fait donc cette courbe, cette tendance que je trouve pas mal intéressante. Et donc, c'est de voir que même si il faut le reconnaître, Trump est à un niveau assez haut, on voit que finalement, même si Harris continue à progresser, Trump ne s'effondre pas. Hein, il est toujours entre 45 et 46. Tu en penses quoi? C'est quoi l'enseignement de voir que la courbe de Trump reste au même niveau? D'abord, c'est parce que c'est les tiers partis qui sont effondrés. Si Robert Kennedy est sorti de la course, c'est parce qu'il n'y avait aucune pertinence dans la courbe. Donc, elle est allée rechercher, dans le fond, tout ce vote-là qui était là. Dans ma courbe, il manque un sondage, parce que, vous voyez, le sondage est fait avant le débat du 27 juin. Il était fait le 25 juin. Parce que post-débat, Trump a mené par 3 points en moyenne dans les sondages. Fait qu'il avait plus 3. Aujourd'hui, on se retrouve à plus 4 pour Mme Harris. C'est un mouvement de 7 points d'opinion publique. Ça, c'est énorme, ça, en un mois, là. C'est énorme en un mois. Et en parallèle à ça, c'est ce que tu as mentionné, le niveau d'écoute de la Convention, qui était entre 15 et 18% plus élevé
pour les démocrates que les républicains. À la fin, là, les 4 jours ont été plus suivis. Même le discours de Kamala Harris était plus suivi que M. Trump, qui est le deuxième indicateur que ça va bien. Le troisième indicateur, c'est le financement. Elle est allée chercher 540 millions de dollars. On parle d'un demi-milliard de US dollars, pas des Canadian dollars là, qui valent moins, mais des US dollars. Et ça, là, c'est énorme. Ça, c'est 3 indicateurs de tendance où on voit que ça monte. Ça monte d'abord au national. Ensuite, ça prend toujours un certain temps dans les États. Et quand on regarde les États, il y a 7 États à suivre. On le dit souvent, William, vous avez beau regarder ce qui se passe dans le Nebraska ou en Californie, là, on sait qu'il va gagner à la fin. Là. Dans le cas des 7 États, c'est autre chose. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle est maintenant devant dans les États du Nord. Donc, si vous regardez les 3 États clés du Nord, qui est le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, 3 États proches du Canada, là, elle est en avance de 1 à 2 points dans chacun des États. Ça, c'est majeur. Mais Biden l'avait remporté la dernière fois. Là, ce qui se passe avec Mme Harris, c'est qu'elle va chercher dans le Sun Belt, les États du Sud, la couronne du Sud, où on parle de l'Arizona, on parle du Nevada, on parle de la Caroline du Nord et de la Georgie. Elle est encore derrière Trump. 1 à 2 points en moyenne. Ça s'est resserré en Georgie. Fox News a sorti un sondage hier là, qui parle de 2 points d'écart entre les deux. Mais on voit que ces 7 États-là, là, ça joue dans un mouchoir de poche. Là. Avec une bémol. Les sondeurs, on est peut-être bon, mais on n'est pas parfait. Puis dans les 2 dernières élections, dans les États, Trump a été sous-évalué de 4 points en moyenne dans ces États-là. Donc, tant que Kamala Harris ne mène pas par 4 points, on peut rien préjuger sur ce qui va se passer. Donc, même une avance de 2 points dans Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie, comme sondage, je me dis non, c'est loin d'être gagné, ça, cette élection-ci. Ce qui est pas vrai au niveau national. Au niveau national, les sondages sont très précis ou relativement précis, y compris l'élection de 2016, y compris 2020, c'était dans la marge d'erreur, ce qui n'est pas le cas par État. Alors justement, j'ai une question technique pour la manière dont les sondages sont faits aujourd'hui, en sachant, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a une tendance en disant voilà, on a sous-évalué il y a 4 ans les scores de Donald Trump dans les États, lorsque vous rentrez dans des modèles de ce qu'on appelle les likely voters, donc qui sont les électeurs qui vont aller certainement voter. On sait qu'il n'y a pas de règles, c'est pas comme vous êtes inscrit, les fameux registered voters, vous êtes inscrit sur une liste électorale et chaque institut de sondage a ses propres règles pour déterminer ces fameux likely voters. Est-ce que lorsque vous faites ces likely voters, en sachant que Trump a été sous-estimé il y a 4 ans, est-ce que vous intégrez ça dans votre recette en cuisine en se disant, voilà, on va compenser ce qu'on a raté la dernière fois? Oui, puis ça va dans les likely voters, parce que c'est l'interprétation, est-ce qu'ils vont voter ou pas voter. Le taux de votation était de 66% aux dernières élections, ce qui était élevé là, aux élections de 2020. Quand on sonde, on est un peu trop élevé, on est à 70-72% de gens qui vont voter. Donc, on va regarder leur profil, jusqu'à quel point ils vont voter, parce qu'on surévalue, parce que les gens nous disent s'ils vont voter ou pas. Et là, William, je vais partager avec toi un secret d'État, un secret d'entreprise, mais je pense que ça vaut la peine. C'est que cette variable-là, elle est très floue, plus on a loin de l'élection. Plus on va avancer à l'élection, plus elle va être précise. Parce que léger, au-delà des modèles, des algorithmes et de l'intelligence artificielle qu'on utilise derrière ça pour évaluer qui va aller voter ou pas, il y a une question qu'on pose à 2 semaines du scrutin, qu'on peut poser, qui est la plus prédictive sur l'intention d'aller voter. C'est celle-ci. Quelle est la date de l'élection? Quand je pose cette question-là à l'électeur, s'il sait que l'élection, c'est lundi, le 5 novembre, et il sait à quel endroit il va voter, il va voter. Sinon, s'il ne sait pas que c'est lundi, le 9 novembre, du quelque part en novembre, c'est qu'il n'est pas assez intéressé pour aller voter. Et c'est là que mon modèle de likely voters augmente de précision. Mais là, je suis encore trop loin de l'élection. L'électeur ne sait même pas lui-même s'il va aller voter. J'ai beau avoir des modèles likely voters, là, c'est très primaire à ce moment-ci, là. Et c'est là qui fait qu'on peut approximer, puis on peut surévaluer un peu les démocrates qui sont plus enthousiastes aujourd'hui que les républicains. Et c'est ce qui rend aussi intéressant, on le voit dans les sondages qui des fois ont une grosse différence. Je te parle des sondages sérieux ici. Hein. On va pas parler de RCP par exemple, de Really Clear Politics. J'ai été extrêmement déçu. Là, c'est une conversation de nerd. J'ai été extrêmement déçu de voir que dans le nouveau modèle de Nate Silver, il a donc en concurrence un 1638 qu'il a vendu à ABC il y a quelques années, il intègre des compagnies comme Rasmussen et
et Trafalgar qui est une compagnie républicaine qui n'a aucune crédibilité, et il intègre dans son modèle en les classant B, donc comme des sondages de qualité, alors que ils ne sont pas. Et donc c'est pour ça, soyez prudents. Je voudrais te montrer je voudrais avoir ton avis. C'est quelque chose que j'ai partagé avec la communauté il y a 2 jours. C'est ce qu'on appelle, je connaissais pas le terme, je suis pas certain du terme, je l'ai vu 1 ou 2 fois passer, un modèle holistique pour montrer la tendance au lieu que ça soit une moyenne. Donc voilà, on est dans le temps, et c'est de montrer, c'est que des sondages de qualité ici, d'accord? Ce sont les mêmes utilisés par 538. Donc c'est de montrer que on voit tout de suite qui est favori en ce moment et quelle est la tendance. Tu penses quoi de ce genre de modèle? Bah, c'est intéressant, la moyenne. C'est sûr que moi, en premier, je vais me fier à mon sondage parce que je le contrôle parfaitement. Je contrôle le panel parfaitement. Parce que quand on dit sondage en ligne, il y a plusieurs firmes qui utilisent des panels low cost, qu'on appelle à valeur moindre, puis et ce qui fait que la donnée est pas claire. Nous, on la contrôle, cette variable-là. Mais globalement, quand tu as plusieurs sondeurs qui vont dans la même direction, par exemple, nous, les G, on dit 50-46 aujourd'hui. Si on regarde le Ipsos qui a sorti ce matin, c'est plus 4 pour Mme Harris, dans les mêmes eaux. Morning Consult qui a sorti il y a 2 jours, plus 4. CBS, plus 3. Wall Street Journal, plus 1. Un peu plus serré que le nôtre, leur modèle. Alors qu'on parle d'un Rasmussen, là, qui lui va parler de moins 4, de moins 2, c'est-à-dire une avance de M. Trump, là. Fait qu'il va maintenir ça. Les 2 films que tu as mentionnés, non seulement c'est des républicains, c'est des républicains partisans. Ils jouent un rôle de lobby dans la campagne électorale pour être capable de retirer. Quand Nate Silver l'utilise, à mon avis, c'est parce qu'il a tellement peur de surévaluer les démocrates qu'il préfère les sous-évaluer un peu. Donc, en ajoutant ces 2 joueurs-là, ça lui permet de rajuster à la baisse la prévision. Parce que tous les sondeurs ont peur de surévaluer les démocrates et sous-évaluer Donald Trump. Donc, à mon avis, c'est ça l'esprit derrière. Mais pour ceux qui nous écoutent, là, le meilleur moyen, c'est de suivre un sondage que ça répond parfaitement, c'est la tendance. Est-ce que le chiffre est parfait ou pas? Tu sais, la question, on peut-tu se fier aux électeurs, au sondage quand on peut pas se fier aux électeurs? Hein? Derrière ça, là. Par contre, la tendance, elle est claire. Ce qu'on voit sur le tableau, là, je le trouve magique parce que vous voyez que la tendance est claire, qui est au-dessus de 0, donc tout ce qui est à l'avantage de Mme Harris, là. La majorité des sondeurs depuis quelques semaines sont au-dessus. La tendance, elle est bonne. Est-ce que c'est 50-46, 51-47, 50-49? Là, c'est la limite de la science, là. Et surtout qu'aux États-Unis, ça se joue à quelques votes. On n'est pas comme aux élections françaises où il y a un écart relativement important entre les partis politiques. Ici, ça joue dans un mouchoir de poche, là. Fait que c'est au-delà de la science du sondage, là. On repense effectivement aux résultats dans l'Arizona, aux résultats en Géorgie, qui se sont vraiment joués à rien du tout. C'est quelque chose qu'on avait déjà vécu en 2016. C'est pour ça que c'est intéressant de voir ces chiffres-là. Mais après, il y a des spécificités en termes d'État. Vous avez aussi noté... Vas-y. Spécificité, c'est important parce que c'est pas comme en France ou au Canada. Quand on vote, le bulletin de vote peut comporter 45 questions qu'il faut que tu répondes. Donc, s'il y a une question sur l'avortement, juste avant que tu choisisses ton vote entre Trump et Harris, forcément, tu es influencé. Si le gouverneur est républicain et tu l'aimes beaucoup, forcément, tu es influencé. Si le shérif ou les locaux que tu votes, forcément, fait que c'est pas un bulletin de vote unique. Et ça a un danger de biais et d'influence. Et ça peut avoir un effet dans une campagne. C'est pas pour rien qu'hier, M. Trump essaie d'aller chercher le gouverneur Brian Kemp dans Georgie. Malgré toutes les critiques qu'il a eues, tout d'un coup, il le trouve merveilleux parce qu'il est populaire. Il y a plus de 60% de popularité en Georgie. Et il sait que sur les bulletins de vote, il va y avoir plusieurs républicains qui vont là. Fait qu'il ne veut pas s'aliéner, les républicains. Vous voyez, fait qu'il y a d'autres considérants qui fait que dans les États, c'est toujours un peu plus difficile à mesurer. Exactement, très juste comme remarque. Oui, donc j'allais dire, vous avez aussi mesuré, évidemment, qui est un autre indice, et comme tu le dis, il faut pas trop s'arrêter à est-ce que c'est 50-46 ou 51-48, etc., etc. Il faut regarder la tendance. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est la cote d'opinion favorable. Et donc, vous êtes allé mesurer la cote favorable de Kamala Harris, donc de voir qu'elle est
elle est en légère avance. Ce qui est intéressant aussi, et ce que j'adore à chaque fois, et je te le dis dans vos sondages, c'est que en plus tu divises par zone géographique, et c'est intéressant parce qu'on sait que par exemple, comme tu as dit tout à l'heure, il y a le nord-est avec la fameuse le Rust Belt, donc la ceinture de rouille, et puis le Sun Belt, et donc ça permet un petit peu de retrouver ça. Donc vous, d'une manière assez, même si c'est que 5 points, pour vous, désormais, Kamala Harris a plus d'opinions favorables que défavorables, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Vous voyez, le 44% en rouge d'opinion favorable, 39% défavorable, un moins l'autre, donne le 5%, le plus 5 qu'on pensionne. On va voir tout à l'heure, Trump, lui, est à moins 4. Donc, vous voyez, là, il y a un écart de popularité entre les deux. Le 44%, c'est quand même une limite. Quand on sait que 50% votent pour elle, mais 44% l'aiment, on voit que sa popularité atteint des limites, là, quand même, là. Et c'est pour ça, quand on regarde dans les sous-groupes, c'est un peu ça. Dans le nord-est américain, elle est très populaire, alors que quand on va dans le sud ou dans l'ouest, c'est plus compliqué, là. C'est toutes des variables. Moi, si vous voyez, je ne sais pas si vous avez celui de Trump qui suit, c'est la même dynamique. Vous allez voir, Trump est à 43, mais 47%. Il y a plus de gens qui n'aiment pas Trump que de gens qui l'apprécient. Donc, il y a sa base solide, mais il s'est aliéné à un électorat, mais il est à moins 4. Et ça, c'est tout le ticket. Mme Harris est plus populaire que M. Trump, et M. Walz est nettement plus populaire que J.D. Vance. On va regarder ça parce que on va les regarder tout de suite. Vous avez mesuré ça. Je trouvais que c'était vraiment quand tu m'as envoyé tout le détail du sondage, je me suis dit voilà, on a toutes les réponses et donc on voit que J.D. Vance a un départ très difficile. Il n'a que 26% d'opinion favorable. Le pire depuis 1964, excepté Sarah Palin, qui avait une opinion favorable, puis finalement qui est arrivé à l'élection avec moins 23%. Ici, lui, il a moins 9%. Donc, ça va pas très bien pour lui à moins 9%. Et le plus important, c'est la colonne des indépendants. Regardez à la droite, la troisième à droite, la colonne des indépendants, ceux que Trump doit convaincre. Seulement 19% une opinion favorable de J.D. Vance. Le reste, c'est que soit que c'est défavorable ou soit qu'il ne connaît pas. Et quand on ne le connaît pas, souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de traction. C'est pas juste le fait qu'on va faire de la publicité, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt pour ces électeurs-là. Fait qu'il y a seulement 19% des indépendants qui est favorable à J.D. Vance. C'est vraiment une erreur majeure de M. Trump d'avoir choisi un colistier qui est un mini-Trump, qui apporte rien, dans le fond, à M. Trump. Peut-être contre Joe Biden, ça pouvait peut-être faire l'affaire. Contre Kamala Harris, c'est catastrophique. Alors, on a en comparaison à J.D. Vance, vous avez posé exactement les mêmes questions sur Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, le fameux coach Walz. Et là, c'est pas du tout les mêmes résultats, hein, c'est le contraire. C'est le contraire, 34% de bonnes, 27% de mauvaises. Là, c'est sûr que dans le cas de Tim Walz, plus 9%, plus 7%, pardon, c'est majeur. Quand on a de l'autre côté, moins 9%. Quand on regarde des indépendants encore, vous voyez, 26% de favorables, 25% de défavorables. Donc, il y a une traction plus forte. Lui, on va le voir beaucoup dans la campagne. C'est pas pour rien qu'hier soir, il était à l'émission avec Kamala Harris, là. C'est parce qu'elle le sait que plus on va associer Tim Walz à Kamala Harris, plus que les gens vont voter pour le ticket entre les deux et non pas juste pour Mme Harris. Et ça, c'est un avantage certain dans la campagne parce qu'il représente le vote qu'elle a besoin. C'est-à-dire le vote plus rural, blanc, sympathique, plus âgé. C'est un vote c'est un homme qui apporte beaucoup. Il n'a pas fait de campagne jusqu'à maintenant, il n'a pas fait d'erreur jusqu'à maintenant, c'est un sans faute, là, mais il est quand même nouveau à ce niveau-là de la politique, là. On va voir au fil des prochains. Mais pour l'instant, vous voyez, la première décision prise par Kamala Harris, elle était excellente dans son choix de Tim Walz. La décision prise par Donald Trump était, à mon avis, une erreur. Oui, et d'ailleurs, en parlant de la popularité de Tim Walz ou comment la traction qu'il a sur ce ticket, deux informations. Tu parlais de code d'écoute tout à l'heure des conventions en disant que les conventions avaient mieux marché du côté démocrate que républicain. L'interview d'hier
sur CNN a été un succès d'audience. Donc ce sont des chiffres qui, à la taille des États-Unis, peuvent paraître ridicules, mais il y a eu plus de 6 millions d'Américains en direct devant leur télévision. Pour que vous compreniez l'ampleur, il y a 3 chaînes d'information continue aux États-Unis. Il y a CNN, il y a Fox News à la droite, il y a MSNBC à la gauche. Et l'émission, l'interview sur CNN a fait plus d'audience que lorsque tu cumules le MSNBC et Fox News. Donc c'était vraiment un rendez-vous qui était apprécié. Et l'autre chose, et on l'a souligné dans nos dernières émissions, c'est le fait que de plus en plus, quand on regarde l'intégralité des meetings de Donald Trump, qui durent 1 heure, 1 heure et demie, il s'attaque à Tim Walz. C'est rare, et tu le sais, tu suis la politique, qu'un candidat à la présidence s'attaque au vice-président, du moins au colistier sur le ticket opposé. En principe, il va s'attaquer, et il le fait à Kamala Harris, mais il passe énormément de temps à venir attaquer Tim Walz, qui pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est la preuve que dans les chiffres qu'ils ont, dans leurs sondages, les panels, etc., qu'il y a un véritable effet Tim Walz favorable à Kamala Harris. Tu en penses quoi de tout ça? J'en pense que ça veut dire que J.D. Vance fait pas son travail. Parce que c'est le travail de J.D. Vance. Mais ça marche pas. Ça fonctionne pas. On verra, il y aura un débat entre les deux. Ce sera la dernière chance pour J.D. Vance, mais il est pas de taille. Fait que le président est obligé de faire ce travail-là. Mais Donald Trump, c'est mieux qu'il attaque Tim Walz parce que depuis environ un mois, il attaquait Joe Biden, ce qui était un peu ridicule. C'est en bout de ligne, on se demandait, je pense qu'il est en retard d'une élection, là. Fait que là, au moins, il commence à s'ajuster. Mais ça prouve aussi où il y a de la difficulté avec Kamala Harris parce qu'il lance n'importe quoi, là. Il y a 1 insulte, 2 insultes par jour qui sont toujours différentes, là. Jusqu'à temps, mais c'est très américain comme façon de penser. Nous, quand on est en France, au Canada, on se dit, voyons donc. Non, ce qu'il fait, là, c'est qu'un Américain, ça frappe partout jusqu'à temps que ça trouve la cible. Après, ça se concentre. Alors que les Français ou les Québécois, on va se concentrer avant pour trouver la cible. Après, on va attaquer. C'est pas la technique américaine, c'est inversé. On frappe. Fait que c'est ce qu'il fait. Et à un moment donné, comme à toutes les fois, Donald Trump va trouver la cible. Fait que ne prenez pas, on a combien de fois que les gens ont dit que Donald Trump c'est terminé, il est mort? Non, il a toujours ressuscité. Il est encore là. Là, c'est sûr que la prochaine étape, c'est le fameux débat du 10 septembre, là, qui va être une étape importante, là, à ce moment-là. Mais d'ici là, il va se préparer en conséquence, là. Et d'ailleurs, sur le débat, j'ai des questions. J'ai une question tout à l'heure qu'on va passer sur le débat. Justement, avant d'aller au débat, on venait de parler de convention, et là, et c'est pareil, c'est quelque chose que, et je te le dis sincèrement, que je n'ai pas trouvé ailleurs. Vous êtes allé mesurer... Vous êtes allé mesurer, c'était une très très bonne idée, l'impression que les électeurs américains ont eu des conventions, de comparer donc leurs sentiments sur la convention démocrate qui vient d'avoir lieu et la convention républicaine qui a eu lieu à la mi-juillet. Et donc les résultats, encore une fois, c'est un avantage pour les démocrates. Tu peux nous expliquer d'abord pourquoi vous êtes allé mesurer ça? Parce que c'est un effet majeur. Il y a 3 moments clés dans la campagne: la convention, le débat, les derniers 48 heures. C'est 3 moments importants. Donc, la convention, il fallait mesurer jusqu'à quel point elle avait touché les gens. Fait que c'est une manière indirecte de poser la question. Et donc, l'avantage de 10 points des démocrates est quand même important. Parce que la convention républicaine, elle était relativement bonne, hein. Si les rumeurs à l'égard de la démission de Biden n'avaient pas été là, ils ont fait un sans faute, là. Il n'y a pas eu beaucoup de critiques. Ils ont eu une bonne visibilité et tout ça. Mais regardez les 3 dernières colonnes. Chez les républicains, 71% des républicains disent que la convention républicaine est la meilleure. C'est bien, mais on est loin du 100%. Là. Quand on arrive chez les démocrates, on est à 80%. C'est mieux, mais il reste encore un peu de gens qui sont sceptiques. Le plus intéressant, c'est le dernier, les indépendants. Parce que c'est eux qui sont la cible. 28% disent c'est la démocrate et 18% c'est la républicaine. Donc, derrière ces chiffres-là, c'est que les démocrates sont plus enthousiasmés, mais surtout les indépendants qui embarquent dans le train. Et on sait, hein, aux États-Unis, là, c'est 34, dans ce sondage-là, là, c'est le dernier chiffre, 34% s'identifient comme démocrates, 30% s'identifient comme républicains, mais 30% s'identifient comme indépendants. Les derniers 6%, c'est qu'ils n'ont pas d'opinion, là. Mais ça veut dire que l'indépendant, c'est 1/3 de l'électorat qui s'identifie pas à ces 2 partis-là. Fait que ça demeure donc un poids lourd dans une campagne électorale. Faut que tu réussisses à les convaincre. Et jusqu'à maintenant, Mme Harris, tant sa popularité personnelle, son vote
que l'effet de la Convention, ça a été positif à l'égard des indépendants. Exactement, c'est un point que je vais évoquer demain dans notre émission où justement on va aller visiter les bases de données pour se rendre compte que dans les États clés, en fait, il y a même la tendance où les électeurs indépendants sur les listes électorales sont en train de prendre le dessus comme étant la catégorie la plus importante aujourd'hui des électeurs. Je crois que la campagne de Kamala Harris l'a très bien compris. On a vu pendant la convention la présence de plusieurs républicains qui étaient là, plusieurs indépendants, plusieurs républicains modérés. Hier, le fait dans cette interview CNN qui d'après moi était le point majeur, c'est cette volonté de dire j'aurai des républicains qui viendront servir dans mon administration. Donc il y a vraiment un appel vers le centre et un appel vers les indépendants parce que on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. L'idée, c'est de reconstruire la coalition qui a permis l'élection de Joe Biden. Donc la coalition plus l'enthousiasme, parce que il y avait un véritable enthousiasme, ou peut-être c'est une motivation à voter contre Donald Trump, mais il y a eu une présence massive des électeurs aux urnes, et donc on essaye de recréer les deux choses, ce dynamisme en campagne pour l'enthousiasme, et ce discours vers les indépendants, qui sont, comme tu le dis, une partie extrêmement importante de l'électorat américain et de cette élection. Et donc, lorsque je vois tous tes chiffres-là, ça paraît comme une évidence, mais c'est bien de les voir confirmés. Aujourd'hui, dans la séduction des indépendants, les démocrates ont un avantage, c'est ça? Exactement. Il y a un avantage. Et d'ailleurs, le discours de Mme Harris s'est centré aussi. Vous voyez, par exemple, sur l'immigration, la position qu'elle a vue, à mon avis, c'est brillant, là. Ce qu'elle a dit, c'est parce que elle a dit, moi, je vais appuyer l'entente qu'il y a eu entre les républicains et les démocrates à la Chambre des représentants, qui est une position beaucoup plus proche de la position républicaine que les démocrates. Et elle a changé sa position là-dessus. Elle s'est adaptée, mais c'est une belle porte de sortie. C'est la même chose sur l'économie. C'est sur son programme sur l'inflation, ou c'est la même chose sur ses positions sur chacun des sujets. Elle s'est adaptée, elle est beaucoup plus centrée sur les changements climatiques. Sur la dernière fois, en 2020, quand elle s'est présentée, le programme était d'abord basé sur les changements climatiques. Aujourd'hui, elle a un discours beaucoup plus ouvert sur l'énergie. Parce que forcément, en Pennsylvanie, au Nevada ou en Arizona, l'énergie, c'est majeur. Fait que donc, son discours s'est centré. Ça, à mon avis, elle est bien connu. Il y a un autre élément que je reconnais sur son intelligence, c'est de ne jamais mettre de l'avant le fait qu'elle est une femme et le fait qu'elle est noire asiatique. Elle ne veut pas entrer dans ces débats-là. Et ça, je trouve ça important parce que moi, j'ai l'impression que la perception américaine a beaucoup évolué. Barack Obama, on voyait une personne noire. Hillary Clinton, on voyait une femme. Pour Mme Harris, là, on voit le changement. Et on voit pas la femme noire asiatique, là. Je trouve qu'elle a dépassé ça. Hier, elle s'est fait poser une question, puis elle a dit, passez à l'autre question. Ça l'intéresse pas, ça. Ouais, non, ça, je trouve que c'est... Non, c'est exactement. Hier, on a passé ce matin, dans Matin, on a passé, c'est un de trois extraits vidéo de toute cette interview. J'avais sélectionné trois extraits, dont exactement celui-là, en démontrant à notre audience qu'en fait, elle ne voulait pas rentrer dans ces arguments-là, alors que Trump souhaiterait qu'elle rentre dans ces arguments-là, alors que les médias souhaiteraient qu'elle rentre dans ces arguments-là, parce que ça fait de l'audience, ça fait du buzz, comme on dit, et elle, en fait, elle se positionne simplement comme quelqu'un qui veut amener l'Amérique vers les prochaines années, vers le futur, et donc elle ne veut pas rentrer ça, et c'est pour moi la grosse différence avec Hillary Clinton, qui avait vraiment mis sa campagne sur le plafond de verre. Finalement, les femmes avaient voté plus pour Donald Trump que pour Hillary Clinton. Et je pense d'ailleurs, même si son discours était très bon à la convention, le fait que Hillary Clinton intervienne plutôt en début de convention, mais pas en fin de convention lorsqu'on s'approchait de Kamala Harris, c'est pas un hasard non plus. C'est-à-dire, ok, on parle de tout ça, on rend hommage. Pareil, le premier jour, on avait Joe Biden, mais maintenant, on se concentre sur nous et sur ce qu'on veut faire de l'Amérique. Je pense que c'est, comme tu le dis, c'est quelque chose qui résonne, à mon avis, avec les électeurs américains.
Oui, exactement. Puis ils ont fait ça le premier jour. Ils ont tourné la page pour parler à l'avenir. Elle réussit à se distancier un peu du bilan de M. Biden, qui est un bon bilan quand même comme président avec toutes sortes d'erreurs, parce que forcément, quand tu es président des États-Unis, faut que tu fasses un certain nombre de concessions. Là. Mais elle s'est distancée de ça. Donc, elle se distance de l'ère Clinton aussi. Elle essaie de développer sa propre image. Et dans la campagne, vous allez voir, c'est plus elle va s'entourer de nouvelles personnes, des nouveaux gouverneurs, des nouveaux sénateurs, ça ne peut que l'avantager. Là. Les Américains ne votent jamais par rapport au passé. Hein. C'est un peuple qui est toujours tourné vers l'avenir. D'ailleurs, le thème de la campagne, c'est ça, c'est Forward, là, le thème de sa campagne, là, ou un New Future. Elle touche directement la joie, l'enthousiasme, la popularité, le New Future, elle touche les racines américaines, la corde sensible des Américains, là, versus un Donald Trump qui est Make America Great Again, donc tourné vers le passé, puis une attitude plutôt toujours négative à décrier ce qui se passe, à décrier l'Amérique. Là. Fait que ça, son positionnement, à mon avis, est bon. Le seul facteur où elle n'est pas suffisamment forte, c'est sur l'économie. Et les Américains, on l'a dit souvent, votent avec leur portefeuille. En bout de ligne, là, c'est le facteur où Donald Trump domine encore aujourd'hui. La gestion de l'économie, la gestion de l'inflation, les indicateurs économiques là, qu'on va avoir au cours des prochains mois vont avoir un impact direct sur le taux de votation. Comme en France, vous êtes passé en bas du 2% aujourd'hui sur l'inflation. Là, partout à travers le monde, ça commence à diminuer. Là. Ça serait des nouvelles qui seraient avantageuses pour Madame Harris si l'inflation diminuait aux États-Unis, puis si on diminuait les taux d'intérêt. Mais ça, c'est vraiment le facteur clé. C'est l'avantage de Trump. Les gens votent pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un homme d'affaires à succès, donc il va bien gérer l'économie. C'est son territoire de marque, pour prendre l'expression de sondeur. Alors que sur les questions sur l'avortement, les questions de la santé, les questions plus sociales, la démocratie, Mme Harris en domine. Mais sur la question de l'économie, il rajouterait celui de l'immigration. C'est là où Donald Trump performe. Ouais, et je me demande si c'est pas des combats qui sont perdus d'avance pour les démocrates, parce que dans la réalité, lorsqu'on regarde les bilans, on est plus dans de la perception pour Trump que de la réalité. Mais c'est son image, c'est quelque chose qu'il a mis 20 ans à cultiver. Là, on va demander à Kamala Harris en 2 mois d'essayer de revenir sur 20-30 ans d'image cultivé par Trump avant même qu'il rentre en politique. Ça va être extrêmement dur. Je pense que son but est de réduire l'écart, mais pas de passer forcément devant Donald Trump. Ça va être difficile, et effectivement les indices économiques, on va les surveiller de près. Il y a autre chose qu'on va surveiller de près, c'est le débat du 10 septembre. En tout cas, s'il y a lieu, je pense qu'il aura lieu. Il n'y a toujours pas d'accord complet sur les conditions. Je sais que Trump, il y a 2 jours, a dit c'est fait, mais lorsque Trump fait un message sur Truth Social en disant nous sommes tombés d'accord, c'est fait, il faut toujours prendre le recul nécessaire. Et hier, la campagne de Kamala Harris a posté un message en disant non, on est toujours en train de négocier tout ça, ça va se faire, mais voilà, c'est pas fini. Donc, vous êtes allé mesurer la perception. Donc c'est assez intéressant parce que souvent tu nous dis que vous, compagnie de sondage, vous êtes très bon pour analyser le passé. Là, vous êtes vraiment dans le futur pour le coup, parce que le débat n'a pas encore eu lieu, et vous êtes allé mesurer non pas qui a gagné, mais la perception, ce que pensent les Américains. Encore on dit, qui pensez-vous va gagner ce débat-là? Et là, je trouve que c'est super intéressant. Vas-y, parle-nous de cette question. Ben, parce qu'un débat, là, il faut que tu fasses mieux que les attentes. Quand les attentes sont basses, c'est mieux que quand les attentes sont élevées. Là, je suis surpris. Moi, là, je suis habitué avec les sondages. Là, je sais à peu près, à mon avis, ce que les gens vont répondre, là, mais pas sur cette question-là. Moi, j'aurais pensé que les gens auraient voté, auraient choisi Donald Trump à 60-65% à cause du type de personnage incontrôlable qu'il est. Tu peux pas gagner un débat contre Donald Trump. Ça s'en va dans toutes les directions. Ça frappe partout. Hein. Et là, à cet égard-ça, mais là, les gens ont une impression relativement positive. Bon, c'est égal, là, je suis dans la marge d'erreur, là, qui est là. Quand on regarde forcément, les républicains disent que c'est Trump, les démocrates, les 3 dernières colonnes, là, disent que c'est Mme Harris, mais les indépendants aussi sont partagés à 52-48 pour Mme Harris. Donc, les attentes sont quand même élevées à l'égard de Mme Harris. Et ça, c'est pas mal surprenant, ça. Et donc, quand on va mesurer le débat, parce qu'on va faire un sondage post-débat, quand on va mesurer ça, on va voir où ils en sont au lendemain du débat. Mais c'est pas une bonne nouvelle, Mme Harris, que les attentes sont élevées à cet égard-là. Et si je me souviens bien, et tu étais venu nous en parler, vous aviez posé la même question avant le débat
Biden-Trump, et à l'époque, les Américains estimaient que c'était Donald Trump qui allait gagner ce débat-là. Donc on était dans des proportions inversées. Aujourd'hui, ils estiment que c'est Kamala Harris. Exactement. On était dans des proportions nettement différentes à ce moment-là. Puis, et là, aujourd'hui, c'est un taux. C'est pour ça que les gens ont. Ce que ça veut dire, c'est qu'un certain respect. C'est une procureure qui est capable de débattre, mais en même temps, on ne sait pas trop. Là, c'est sûr qu'il y a un seul débat officiel, le 10 septembre sur ABC. Comme on mentionne, il y a une négociation sur un autre débat, mais moi, je pense qu'ils vont entendre le débat avant de décider s'il y en a un deuxième ou pas. C'est des exercices très périlleux, hein, périlleux. Et c'est pas nécessairement le débat en soi, parce que quand les démocrates vont regarder le débat, ils vont expliquer pourquoi les démocrates ont gagné. Les républicains, c'est l'inverse. C'est le débat sur le débat. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça engendre le lendemain? Quel type de conversation ça engendre le lendemain du débat? Et qui prend l'offensive? Et c'est là que ça devient difficile de gagner un débat aujourd'hui, notamment contre M. Trump. Il a quand même fait pas mal de débats. Là. Il a fait ceux de 2016, ceux de 2020. Il commence à s'habituer à des débats à la présidentielle. Ouais, et justement, tu fais bien de le repréciser. Souvent, je dis ça et ça choque une partie de l'audience, et ça choque une partie des experts de plateau. C'est que dans la réalité, il y a des études extrêmement précises. J'en avais détaillé une le soir du débat avec Biden. C'est que en soi, les débats ne changent pas, n'ont pas d'effet quantifiable. Depuis les années 50, ça a été mesuré par des universitaires avec des milliers d'exemples. Cela ne change pas l'élection. Mais ce qui change l'élection, c'est la perception du débat sur le débat. Et donc, ça va être de voir comment, une fois que le débat est terminé, à la fois les médias, à la fois les réseaux sociaux qui jouent aujourd'hui un rôle important, à la fois la presse locale, parce qu'elle a pour moi un rôle qui est encore plus impactant que pourrait avoir un CNN ou un Fox News qui parle à peu de monde et finalement à des gens qui sont déjà quasiment convaincus, voir comment tous ces facteurs-là vont évoquer le débat. Dans la même idée, vous avez fait aussi, et je crois que c'est la dernière question de votre sondage. Vas-y, je t'en Si tu me permets, sur les débats, j'ai regardé les débats depuis 1960. Il y a eu 14 débats à la présidentielle, parce qu'il y a eu le premier entre John Kennedy et Richard Nixon en 1960. Après, il y a eu 64, puis après, il y a eu les débats à chacune des élections. Et il y a eu, dans le fond, sur les 14 débats, il y a seulement 3 débats, exactement comme tu dis, qui ont influencé véritablement la campagne électorale. Le premier, celui de 1960, John F. Kennedy a gagné 6 points post-débat. Le deuxième débat qui a eu de l'importance, c'est celui de 1980 avec Ronald Reagan. À ce moment-là, il a fait contre Jimmy Carter. Reagan n'était pas tellement connu, pas tellement crédible. Il a gagné un 6 points à cet égard-là. Et ensuite de ça, on s'est retrouvé en 2000. Ça, je suis surpris, c'est George W. Bush, sa première élection. Faut dire qu'il avait l'air d'un cancre inculte et qui est pas capable d'aligner 2 phrases consécutives. Là. Et ça n'a pas été le cas à l'élection au débat contre Al Gore. Il a gagné 12 points au débat et ça lui a permis de gagner. Je rajouterais celui d'Obama, la première élection d'Obama où on avait des attentes élevées. C'était un très mauvais débat pour Barack Obama qui a perdu des points, mais seulement 3-4 points là, le lendemain de l'élection, qui les a récupérés tout de suite après. C'est pour ça qu'un débat n'a pas nécessairement une influence, mais elle donne le ton sur le reste de la campagne. Exactement, et c'est vraiment quelque chose à garder en tête lorsqu'on distribue des points en disant « Oh mon Dieu, il y a eu ces phrases ». En fait, c'est la manière dont tout ça va être vécu après qui est important. Et donc, je disais, vous avez une dernière question qui est aussi intéressante, c'est le pronostic des Américains. Donc, tu vas nous expliquer cette question. Donc, le pronostic, lorsqu'ils envisagent l'élection du 5 novembre, qu'ils voient gagnant, ça correspond à quoi, cette question-là? Il y a une frustration du sondeur de toujours voir des 50-50. Nous, on veut une réponse. Des fois, on se retrouve avec un cas milieu, 50-50. On est toujours dans le 50-50. Là. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Quand on sonde ailleurs, c'est jamais j'arrive là. Donc, c'est ça. Mais cette question-là est importante aux États-Unis. Parce que le lendemain d'élection, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de gagner leur élection. Hein, c'est une expression très américaine. As-tu gagné tes élections? Hein? Et être du côté du plus fort, du gagnant, là, c'est extrêmement important. D'ailleurs, vous le voyez, dès qu'un candidat commence à avoir un avantage dans les sondages, le financement arrive là à la pochetée parce qu'ils veulent appuyer le bon candidat. L'élection, c'est pas comme en Europe. L'élection aux États-Unis se gagne par du financement. Là.
Et ça a beaucoup d'impact. Fait à ce moment-ci, on va la suivre pendant l'élection. Dans le cas de la confrontation Biden-Trump, le 2 tiers disaient que c'est Trump qui était pour gagner l'élection. Là, aujourd'hui, c'est moitié-moitié. Mais ça, c'est à suivre, parce que ça c'est un indicateur de vote futur, ça, cet élément-là. C'est pour ça qu'on regarde, dans le fond, l'ensemble des indicateurs, et l'ensemble des indicateurs est relativement favorable à Kamala Harris. Par rapport à Biden, bien sûr, là, c'est beaucoup plus, mais le momentum, l'enthousiasme, le ticket de Kamala Harris-Walz, tous ces facteurs-là démontrent, le seul élément négatif, c'est sur les enjeux. C'est pour ça que pour moi, c'est une campagne davantage de contenu pour Mme Harris. Elle doit se distinguer par des politiques qui sont originales et qui sont différentes de celles de Donald Trump. C'est l'élément manquant de sa campagne, notamment sur l'économie. Et à mon avis, c'est une campagne qui va avoir davantage de promesses électorales. On dit que une campagne électorale débute souvent dans l'émotion et se termine dans les chiffres. Là, on a passé la partie émotive, là. Tranquillement, on va rentrer dans cette dynamique-là, là. L'électeur américain va se poser la question « What is it for me? » Lequel des deux va m'offrir davantage? Et ça, à mon avis, c'est un élément majeur dans cette campagne-là. Ouais, exactement, on rentre dans cette deuxième phase de campagne qui correspond aussi au calendrier. Ce week-end, c'est le Labor Day aux États-Unis et traditionnellement, on estime que la véritable campagne, c'est pas ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est celle qui va commencer à partir de la semaine prochaine. D'ailleurs, pour cette journée de Labor Day, la campagne Kamala Harris, Tim Walz sera de partout. Je sais qu'elle a 2 meetings la même journée, elle de son côté, dont un avec Joe Biden. De l'autre côté, Tim Walz et dans 2 États, ils vont être dans tous les États clés en équipes séparées pour la même journée pour marquer le début de cette campagne. Et il y a une option que je vais développer sûrement demain qui m'intéresse et qui me rappelle justement la campagne, tu en parlais tout à l'heure, Reagan-Carter, où c'est resté assez serré jusqu'au début du mois d'octobre. Et puis d'un coup, il y a ce qu'on appelle le bottom qui a décroché du côté de Carter, où une partie des électeurs qui venaient le soutenir parce qu'il était le président sortant, etc., ont complètement décroché, et puis ça a permis cette large victoire de Ronald Reagan. Je pense que ça peut être une option lorsqu'on voit tous les indicateurs. Vas-y. La surprise d'octobre. Ce qu'on appelle la surprise d'octobre. Dans ce cas-là, c'est une question de lever les otages dans cette campagne-là. Il y a toujours un événement en octobre qui perturbe la campagne électorale. Là, et c'est pour ça qu'à ce moment-ci, on verra, là, mais le fait que Kamala Harris est au gouvernement, c'est toujours un avantage dans une élection. Parce que tu contrôles l'agenda. Tu peux décider quelles sont les politiques que tu mets de l'avant. Fait que ça, à mon avis, elle a un avantage qu'elle va utiliser. En octobre, elle peut imposer le débat. Il y avait une étude d'Ipsos qui disait que 87% des candidats présidentiels à la présidence américaine qui étaient le plus forts sur l'enjeu principal, c'est eux qui gagnent l'élection. Souvent, on pense que la politique, ce n'est que du spectacle. Non, non, non. Quel est l'enjeu principal de l'élection? Lequel des candidats est favorable? Plus l'enjeu sera sur l'économie, plus Trump a des chances de gagner. Plus l'enjeu sera sur les autres choses, plus autre que l'immigration, plus Mme Harris peut gagner cette élection. Ouais, dans la liste des possibles surprises d'octobre qui circulent à droite à gauche, c'est évidemment, ça nous rappelle la situation des otages, donc c'est la situation en Israël. C'est un avantage et la politique internationale compte que lorsqu'elle se passe mal d'habitude. Donc là, ça va être un point important. Il y en a une autre qui circule depuis quelques jours sur Newsmax, c'est le fait qu'en octobre, George W. Bush viendrait apporter son soutien à Kamala Harris pour justement permettre aux derniers républicains qui hésitent encore à traverser donc ce décrochage vers Kamala Harris, on verra. Je pense que si tu as encore 2 minutes à nous consacrer, merci encore une fois de ton temps. On a une ou deux questions pour toi de nos auditeurs qui profitent donc de l'occasion. Donc c'est bon pour toi? Avec plaisir. Donc voilà, le message vient de passer. Donc vas-y Thomas, première question. Benter qui demande: en France, la participation a eu une énorme influence sur les résultats des dernières élections et a fait mentir tous les pronostics. Est-ce que c'est pareil aux États-Unis? Et donc je vais aller dans cette question-là de dire que la question c'est comment, en termes de sondeurs, vous anticipez aujourd'hui
la participation à cette élection? Comment vous faites? On voit que d'une élection à l'autre, il peut y avoir quasiment 10 millions d'Américains de plus ou de moins qui vont voter. Comment vous anticipez ça? Il y a deux facteurs. L'enthousiasme est un peu plus élevé que l'élection de 2020. Donc, en théorie, on devrait dépasser 2020. Par contre, tous les investissements et toutes les visites des candidats sont dans les 7 États clés. Fait que le taux de votation dans ces États-là va probablement aller à 75, si c'est pas 80%. Mais quand tu es au fond du North Dakota, là, il y a personne qui t'a parlé durant la campagne électorale, on s'est pas occupé de toi. Fait que le taux de votation risque d'être beaucoup moins élevé. Fait que c'est différent d'en France, où en France, tu élis des gens dans chacun des comtés, il y a un impact considérable, là, ce qui est pas le cas là-bas. Le facteur, par contre, oui, le taux de votation a une énorme influence, surtout que plus le taux est élevé, plus les jeunes ont voté. Et souvent, ça favorise la gauche, un taux de votation élevé, parce que les jeunes sont un peu plus à gauche. Dans ce cas-ci, ça favorise les démocrates, parce que les jeunes sont beaucoup plus démocrates que républicains. Fait que oui, il y a une relation étroite entre le taux de votation et le résultat. Pour ceux qui nous écoutent du Québec, en 1995, il y avait eu un référendum au Québec sur l'indépendance et le taux de votation était de 94%. En blague, on disait que même les morts ont voté. C'était un taux qui était stratosphérique à ce moment-là. C'est fou, 94%. Je rappelle aussi que aux États-Unis, le vote a lieu en semaine, donc il y a beaucoup de challenges liés à ça. Mais oui, évidemment, la participation, et ça a été d'ailleurs, tant que Biden était là, une partie de la campagne de Trump était non pas de convaincre une partie des électeurs à voter pour lui, mais ne pas aller voter, d'aller sur les troisièmes candidats ou de s'abstenir. Aujourd'hui, la dynamique a changé. On l'a vu d'ailleurs avec le ralliement de Bobby Kennedy Jr. À sa campagne. Aujourd'hui, le véritable challenge, on a vu, j'ai montré juste avant que tu arrives, des images de Tim Walz qui allait rendre visite à des volontaires qui passent leur journée à téléphoner. Le challenge des deux campagnes, ça va être ça. Celle qui va gagner, c'est celle qui va être le mieux organisée sur le terrain pour amener les électeurs à voter. On a une deuxième question technique et tu vas pouvoir y répondre immédiatement. Donc, Amadeus qui nous demande quelle est la marge d'erreur estimée de ces sondages. Et si tu peux d'ailleurs, au-delà du chiffre, nous expliquer ce que ça veut vraiment dire et comment l'intégrer dans notre réflexion, ça serait formidable. Ouais, l'esprit général, c'est que c'est basé sur le fait qu'on interroge que 1000 répondants et non pas les 330 millions d'Américains ou les 200 quelques qui vont voter à l'élection. Donc, forcément, on n'a pas un échantillon global. Fait que normalement, le modèle, si tu es capable d'avoir un échantillon qu'on appelle probabiliste, c'est-à-dire que chaque électeur a une probabilité d'aller voter, c'est là qu'est calculée la marge d'erreur, qui est toujours, pour 1000 répondants, autour de 3,1%. Aujourd'hui, par contre, ça demeure un enjeu théorique, parce que les échantillons ne sont plus probabilistes. Tu ne peux plus appeler les gens à la maison pour qu'ils répondent au sondage. Ils sont pas là. Le taux de réponse est de moins de 2% sur les sondages téléphoniques. Fait que les instituts les plus sérieux ont tourné vers l'en ligne. Parce qu'en ligne, on sait que les gens se livrent davantage, les taux d'indécis sont plus faibles et les gens répondent quand ils veulent. Moi, j'ai 5% de mes répondants qui répondent la nuit. J'envoie un sondage, puis à 4 heures du matin, il y a quelqu'un au Nevada qui répond au sondage. Vous savez, aujourd'hui, là, ça donne plus de flexibilité. Par contre, c'est jamais totalement proportionnel. Donc, dans notre rapport, vous allez voir l'expression qu'on utilise. Si le sondage était proportionnel, ce serait une marge d'erreur de 3,1%. Mais en réalité, aujourd'hui, à cause des taux de réponse, à cause du fait que c'est fait en ligne ou fait par robocall ou fait par différentes méthodes là, qui sont moins là, on n'a plus la même approche qu'on avait dans les années 60 ou 70, là, où on pouvait choisir quelqu'un et s'assurer qu'il réponde. Aujourd'hui, là, il faut travailler très, très fort pour qu'il soit représentatif. Fait qu'on va travailler de d'autres manières. On va travailler sur des quotas, s'assurer d'avoir suffisamment de jeunes, d'hommes, de gens qui ont de tel niveau de revenus, de tel niveau de scolarité. La scolarité a beaucoup d'impact sur le résultat. Fait qu'on va s'assurer que l'échantillon soit le plus près possible de la réalité. Mais la marge d'erreur, donc théorique, est 3,1%, mais ça demeure théorique aujourd'hui. Puis dans la vraie vie, entre toi et moi, on n'a pas le droit à la marge d'erreur parce qu'un pourcentage d'écart fait toute la différence entre une élection de Donald Trump et celle de Kamala Harris.
Voire même moins que ça, mais non, effectivement, en tout cas, tu vois, c'est pour ça que c'est chaque fois un plaisir de t'avoir et que je sais que la communauté adore t'avoir parce que tu nous racontes tout ça en détail, tu nous expliques tout, ce que tu viens d'expliquer sur la marge d'erreur, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu à la télévision lorsque on parle des sondeurs, ou quelquefois on donne le chiffre, et encore, mais jamais on explique ce que ça veut dire concrètement. En tout cas, Jean-Marc, je tiens vraiment à notre nom ici et au nom de de tous nos auditeurs de nous remercier. C'est vraiment un bonheur à chaque fois de t'avoir. Je sais qu'on va essayer de se retrouver au moment du débat, après le débat, avant le débat, pendant le débat. On essaiera de faire quelque chose à nouveau pour mesurer les enjeux de ce moment-là. En tout cas, merci encore une fois. Je te souhaite une formidable fin de journée. Je sais pas, est-ce que tu veux, je te donne la conclusion. Est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire sur cette élection de manière synthétique? Ben, ce que je voudrais dire, c'est que je vais lancer plutôt un challenge aux gens qui nous écoutent. Proposer une question à William Raymond, une question que vous aimeriez poser aux Américains, et je vais la rajouter dans le sondage. Parmi les questions, on en choisira une ou deux, William, puis on rajoutera ça dans mon prochain sondage. Donc, que ce soit à cette émission-ci ou dans d'autres émissions, tu peux leur redire là, que tes auditeurs, quelles questions vous aimeriez poser aux Américains dans le cadre d'une élection. Pas une question sur d'autres sujets, sur autour de l'élection américaine, mais en même temps, profitez-en. Je vais rajouter cette question-là, puis je viendrai ici présenter les résultats. Ah, merci, c'était absolument pas prévu, c'est extrêmement généreux. Donc oui, on va travailler avec la communauté à te trouver une question que je vais te faire passer et puis tu viendras nous donner la réponse. Merci beaucoup Jean-Marc, comme d'habitude, la communauté vient d'accepter le challenge. Donc voilà, on revient vers toi très très vite. Merci Jean-Marc, à bientôt, salut. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est énorme là, je sais pas si on a accès donc désormais au sondage léger. On va trouver ensemble une question à aller poser, donc commencez à y réfléchir. On va avoir la question de la chute dans le prochain sondage léger. Donc on va y réfléchir, on va échanger, on va en parler sur notre chat bien évidemment. On va en parler ici, on en parlera dans une prochaine émission. On est en train de travailler, on va vous en parler très très vite sur un petit concept d'émission où une fois par semaine on se retrouvera pour répondre à vos questions. On est en train de vraiment travailler sur ça. Et donc, dans ce prochain rendez-vous, on travaillera ensemble sur ces questions-là. Donc, c'est encore une fois la preuve que c'est vraiment intéressant d'aller vous abonner, de cliquer sur la sonnette de notification. C'est vraiment fantastique ce qu'on essaye de créer ici. Ben, Jean-Marc, merci, je vois tous les messages que Thomas met en avant du chat. Ben, vous êtes vraiment super, le chat, vraiment super. Allez, on n'est pas sondé, on fait le sondage. Voilà, trop fort maintenant, média. Non, c'est fantastique. On est ensemble, on est près de 5000. Merci beaucoup. On fait une petite pause de quelques secondes et puis on revient sur Arlington et un sujet qui va vous fasciner sur Rudy Giuliani. À tout de suite.